Oh, vous êtes dur. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien du Parti de la France. Et aujourd'hui, je me retrouve avec Chloé Delis. Bonjour Chloé. Bonjour Alexandre. J'espère que vous allez bien. Parfaitement bien, merci. Alors Chloé, dites-moi, parce que vous êtes photographe, journaliste, proche du milieu artistique, est-ce que vous pourriez me raconter votre cheminement politique pour vous retrouver adhérente du Parti de la France ? Je trouve que le Parti de la France a évolué. Il correspond à mes idées aujourd'hui. Je pense qu'il offre des perspectives de contre-pouvoir face à une gauche, extrême gauche, qui s'est beaucoup radicalisée. Et dans un esprit de sablier et de contre-pouvoir, je trouve que c'est bien d'adhérer à ce genre de parti. Très bien. Dites-moi, vous êtes photographe, et j'aurais aimé savoir quels étaient vos cadors, vos mentors dans le domaine de prédilection qu'est la photographie, et quel est votre matériel préféré que vous utilisez ? Je peux pas choisir des mentors. J'ai une fascination pour la peinture et l'image en général, pas spécifiquement la photo. J'aime beaucoup le pictorialisme, qui est une école de photo qui est assez qui suit le mouvement de la peinture, donc qui reste lié à cet art. Et mon matériel de prédilection, c'est le Leica. Je travaille beaucoup au M9 avec un objectif 50, et récemment je me suis mise au Nikon et au réflexe, puisqu'il faut évoluer avec son temps. Je suis très inquiète de ce que devient la photo aujourd'hui, puisque avec les intelligences artificielles, on peut créer des photos. Donc, je suis inquiète. Avant l'intelligence artificielle, il y a l'humain, mais je me pose beaucoup de questions actuellement sur les outils comme Midjourney, etc. Vous voilà. les utilisez pas ? Je les observe pour l'instant, je ne les utilise pas, mais je suis liée sur Facebook avec un journaliste qui s'appelle David Lépée. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui travaille pour la revue Éléments. D'accord, la revue Éléments. Et lui s'amuse très hebdomadairement à demander à ce logiciel de créer des images. Et le rendu ne me convient pas parce que ça ressemble à un jeu vidéo, c'est très lissé, enfin c'est toujours le même rendu en fait, ce qui donne de l'espoir pour les gens qui font de la peinture à l'huile, parce que je pense que par contre c'est un petit peu comme le retour du disque vinyle ou des choses comme ça, mais il est évident que je vais devoir m'y intéresser. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes la Leni Riefenstahl du Parti de la France ? Je n'ai pas encore photographié la deuxième partie, parce que Leni avait commencé par la race aryenne pour finir par, je crois, si mes souvenirs sont bons, faire des photos d'Africains, il me semble. C'est les deux extrémités. C'est ça, c'est ce qu'elle avait fait. C'est incontestablement... Après, on les trouve, les Africains. Il n'y a pas besoin d'aller en Afrique pour en trouver. C'est incontestablement une grande photographe. Il y a Helmut Newton aussi qui a fait une très belle photo de Jean-Marie Le Pen. Je sais que le Parti de la France aime beaucoup Jean-Marie Le Pen. Et je me souviens de cette photo d'Helmut Newton avec ses deux barman. Vous vous souvenez ? Non, vous êtes trop jeune. Je connais de nom. Je connais que de nom. Je passe un peu du coq à l'âne, mais vous, en tant que femme, est-ce que vous voyez l'islamisation de la France comme un danger ? Alors, c'est d'actualité comme question avec la rentrée des classes et le port de l'abaya. Moi, je n'aime pas les intégrismes, particulièrement ceux qui plombent la vie des femmes. Effectivement, quand une religion comme celle-là, où la place de la femme n'est pas... Je fais attention à ce que je dis parce que j'ai pas envie d'avoir de procès. Moi non plus. Incontestablement, oui,
S'il est écrit si ta femme ne t'écoute pas, fouette-la, je peux pas être d'accord avec cette religion. Après, on va nous rétorquer qu'on n'a pas compris ou mal interprété. Il faut lire la sourate 4 en arabe. Voilà, c'est ça. C'est sans fin. Et d'un autre côté, c'est fascinant parce que en venant vous voir, j'ai pris le métro et je voyais des musulmanes très maquillées, très sexy, et ça c'est bien que, enfin, parce qu'elles sont maquillées et sexy, mais on sent, ou en Iran, on sent qu'il y a une volonté d'émancipation. Il faudrait pas qu'on se retrouve effectivement dans la position des Iraniennes ou. Faut pas que ce soit le Frankistan. Non. Globalement. Non. Et qu'est-ce que vous pensez, parce qu'il y a des mouvements féministes qui se créent de plus en plus, généralement ce sont des féministes hystériques qui s'attaquent à l'homme blanc hétéro comme si c'était le mal absolu, et qui ne parlent jamais des réelles personnes qui causent du tort aux femmes? Je pense que le féminisme comme l'égalité n'existe pas. Alors sur l'égalité, par exemple, j'ai un ami médecin qui a un enfant né handicapé. Donc je sais pas ce qui lui manquait, un chromosome, je ne sais pas. Mais c'est un enfant qui ne peut pas se nourrir tout seul, qui se traîne, donc on peut pas parler d'égalité. Dès lors, vous en avez un qui va naître en forme, en pleine santé, l'autre qui va naître pas vraiment malade, mais tellement diminué intellectuellement qu'il n'y a pas d'égalité. Et pour le féminisme, c'est pareil. C'est une notion assez récente. Je crois que ça vient à peu près au niveau peu après le siècle des Lumières. Et je crois que ça a été cité pour la première fois par Dumas. Je sais pas si c'est père ou fils, mais ça n'existe pas, le féminisme. Il y a de l'humanisme, il y a de la solidarité, et il n'y a pas de féminisme. Je pense particulièrement à un domaine qui s'est énormément féminisé, qui est la justice. 80% des magistrats sont des femmes. Oui, j'ai vu une photo de celle qui arrivait récemment. Effectivement, on aurait dit un concours Miss France en fait. Hein. Il y a plus d'hommes dans Miss France que dans les magistrats. Peut-être désormais, oui, il y en aura de plus en plus, mais qui ne ressembleront pas forcément à des hommes d'ailleurs, parce qu'ils nous singent. Bien sûr. Mais oui, récemment, j'ai été jugée à Chartres par 2 femmes, une procureure et une juge, et j'ai fait appel, bien entendu, mais je n'avais jamais entendu autant d'horreur. On m'a même reproché d'avoir élevé mon fils. On m'a dit, mais vous savez, de nos jours, les femmes travaillent comme si élever son enfant. Et effectivement, ça rejoint ce que vous dites sur le féminisme. On nous enlève en fait notre féminité aujourd'hui. Donc, le féminisme, pour moi, c'est une culture de la subvention. Je trouve qu'il y a plus de féminisme chez certains catholiques bienveillants que dans cette laïcité, et particulièrement en justice, et particulièrement chez les femmes. Oui, d'ailleurs, je fais un petit aparté, le féminisme existe... Là où c'est paradoxal, c'est que les personnes qui défendent le féminisme sont les mêmes personnes qui défendent, par exemple, les transgenres, les transsexuels, alors que ce sont les transsexuels qui viennent détruire les compétitions sportives féminines en battant les records des femmes et en monopolisant la scène. Je sais pas si vous avez suivi tout ce qui se passe en sport. Oui, bien sûr. Ou dans la boxe. Ou même dans la boxe. Ben, imaginez, moi je sors d'une histoire très compliquée avec un homme qui mesure 1m86, qui m'a un peu violentée, d'où le procès d'ailleurs, et je me dis, si cet homme qui fait 1m86 décidait de devenir une femme, je pourrais pas me battre contre lui. Donc au fond, mon discours évolue, ma pensée évolue et chemine quotidiennement. Je dis pas que je change d'avis sans cesse, hein. Je garde des fondamentaux. Par exemple, je suis contre la gestation pour autrui, parce que je pense que c'est pas un cadeau à faire aux femmes que de les utiliser comme ça, même en monnayant l'allocation de leurs utérus. Mais sur les transgenres, les choses comme ça, je réside désormais dans ce quartier bien connu qui s'appelle le Marais. Je croise toute la journée des hommes avec des sacs à main, des boucles d'oreilles, des seins. Ça doit être agité le mois de juin. Barbes.
Et ça ne me dérange plus. Parce qu'au fond, je me dis, soyons tolérantes. Certes, je ne veux pas que ces hommes puissent avoir des entrées dans des compétitions sportives avec des femmes, parce que dans la boxe, par exemple, vous avez des poids, je crois. Des gabarits. C'est ça. Donc, si vous faites intervenir un homme, là encore, on en revient à l'égalité. On n'est pas égaux. Donc, pour moi, il devrait y avoir des compétitions sportives pour eux. Ça s'appelle le parasport. Oh, vous êtes dur. Merci. Oui, excusez-moi, je vais revenir directement sur les halogènes. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, puisque c'est ce que propose le Parti de la France. Les halogènes. Vous savez très bien ce que oui, bien oui. Évidemment. Que pensez-vous du fait de remigrer ces populations halogènes qui, même parfois après 3 générations sur notre sol, n'arrivent toujours pas à s'assimiler? Remigrer où? Ah bah chez eux. Mais c'est où chez eux? Oui, il y en a beaucoup de chez eux. Il y a l'Algérie, il y a le Maroc, la Tunisie, la Turquie. Encore une fois, j'ai pas envie de me faire assigner de nouveau parce que ils sont partout, les magistrats. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, la plupart ont le droit du sang. C'est-à-dire que très souvent, ceux qui descendent des Algériens ont la nationalité algérienne. C'est des accords que nous avons avec l'Algérie, qui était française autrefois. Tout à fait. Et nous devons à Charles de Gaulle, je crois, d'avoir récupéré. Le problème, c'est aussi, j'écoutais ce matin aux informations que nous allions être à peu près 40% de Français dits de souche versus 60% de population du Maghreb. Il y a incontestablement une bascule. Ils se remigrent, comme vous dites, tout seuls tous les étés en retournant dans leur pays. Mais ils ne parviennent pas à le reconstruire. Donc je ne vois pas vraiment de solution si ce n'est déjà taper sur les ONG, parce que c'est comme la gestation pour autrui, c'est du trafic. C'est du trafic d'êtres humains. En fait, ce qu'on fait, c'est une colonisation inversée. C'est-à-dire que autrefois, on allait dans ces pays, on essayait d'obtenir quelque chose de leur part, un service ou plutôt une industrialisation. Aujourd'hui, il y a quasiment plus d'industrie et on fait venir ces gens pour un service de livraison, par exemple. C'est l'ubérisation de la société. Donc vous allez avoir 10 sans-papiers sur un poste Uber. Vous allez avoir des gens qui vont être dans une difficulté, une détresse. Quand vous sortez de Paris, que vous arrivez sur le périphérique, c'est une cour des miracles, c'est une horreur. C'est de la drogue, c'est du crack, c'est inhumain. C'est même plus une question de remigration, c'est que c'est inhumain on parle pas du trafic d'organes, on parle pas du trafic sexuel, et au fond, je pense que déjà, on pourrait commencer par prendre le mal à la racine, et la racine du mal, au fond, pour moi, c'est pas le migrant, c'est le capital. Oui, ok. Oui, je comprends tout à fait. Ça va être le restaurateur, enfin le capital. Peut-être le mot est fort, mais ça va être le restaurateur qui va vouloir faire des économies. Les lois du marché. Oui, c'est ça. C'est Amazon, ça va être le plongeur, parce que le coût du travail aussi en France est très élevé. Et on essaye aujourd'hui, on n'essaye pas, ça fait 20 ans que ça a commencé. L'État-providence, c'est fini. Et là, on est en train de passer dans un... Ma génération, c'est la génération sacrifiée du Great Reset, en fait. Vous êtes jeunes, vous êtes préparés, vous allez grandir mûrir dans ce monde dur. Mais moi, c'est fini. J'ai connu l'ancien monde, le nouveau monde, et aujourd'hui, il n'y aura plus d'État-providence. On avait la crise du Covid, qu'il n'y avait plus vraiment d'hôpitaux, alors qu'on disait que le système de santé français était vraiment extraordinaire. On a vu qu'il en restait pas grand-chose. Et c'est valable pour tout. Et
Et je vais citer Renaud Camus, mais c'est l'homme Nutella, c'est-à-dire un homme bâti non pas avec du sang, des tripes, de l'honneur et du panache, mais en huile de palme, consommateur, jetable, Kleenex. Et le migrant incarne, enfin le migrant, l'immigré, enfin l'allogène, si vous préférez, incarne particulièrement cet homme et cette femme aussi jetable. Voilà, donc nous sommes trop nombreux en plus, donc nous sommes comme des fourmis organisées en communautés sectaires, guerrières, c'est ce que j'écrivais hier. Ça m'a traversé l'esprit, je me disais plus on est nombreux, plus on est guerriers en fait. Oui, c'est vrai. La part du gâteau se réduit et... C'est vrai, jusqu'à ce qu'on se mange que les fourmis se mangent entre elles. C'est ça. J'aurais aimé savoir, parce que vous êtes femme, nous l'avons dit tout à l'heure, et vous en aviez parlé brièvement. J'ai pas entendu. Vous êtes une femme, nous en avions parlé tout à l'heure. Je crois, oui. Il me semble. Et vous êtes également mère. Oui. Vous en avez parlé brièvement. J'aurais aimé savoir, du coup, puisque vous avez un enfant, et qu'il y a énormément de violence, de plus en plus de violence dans notre société, qu'est-ce que vous pensez du système judiciaire, nous l'avons bien compris, mais surtout des peines? Par exemple, les perpétuités fictives, ou les grosses peines annoncées, mais ce sont des petites peines appliquées. Est-ce qu'il faudrait un endurcissement, par exemple, des peines et du système judiciaire? En fait, la justice travaille à la tête du client. Je sais pas si vous... Enfin non, vous n'avez pas dû avoir beaucoup d'affaires, mais... Non, mais j'ai beaucoup d'amis qui m'ont raconté... Voilà. Et c'est selon, donc... même si vous êtes innocent, vous pouvez prendre une peine extrêmement lourde parce que vous n'entrez pas dans les schémas normatifs de la justice qui est au service d'une propagande. Donc moi, si je suis condamnée, je vais prendre plus cher qu'une personne qui va violer ou par exemple, je voyais Jean-Marc Morandini, ce qu'il a pris pour agression, je crois, sexuelle sur des mineurs. Il a pris 6 mois avec sursis, il est maintenu à l'antenne pour préserver la présomption d'innocence. On lui fait des cadeaux, on le réinsère avant même d'avoir eu l'appel, etc., voire la casse. Et moi, j'aurais jamais cette chance-là, par exemple. Donc, la justice ne suit pas les dossiers. Il y a beaucoup de francs-maçons dans la magistrature. La justice n'a jamais été résistante. Non, vraiment, les peines, je pense que... Vous serez favorable, par exemple, à le parti de la France le souhaite en tout cas, la peine de mort? La peine de mort. Ah non, moi je suis pour la loi du talion. D'accord. Non, parce que je pense que... Et ça, c'est vraiment Alors, j'adhère au Parti de la France. Je trouve qu'il a évolué. À titre personnel, la peine de mort, pour moi, ôter la vie à un innocent. En revanche, je suis pour qu'on ne condamne pas la personne qui veut se faire justice elle-même. D'accord. Et donc, je suis œil pour œil, dent pour dent. Parce que charger le karma d'un État, on tue qui, sur la base de quoi, c'est le seul point qui me... le bagne, oui, le bagne, la perpétuité, la réouverture de certaines prisons, encore que là, je lisais récemment un entretien de Papillon, mais là encore, vous êtes trop jeune, mais un voyou qui s'est évadé, je sais pas combien de fois. Il y a eu un film avec Steve McQueen et il racontait justement ces années de bagne. J'évolue là-dessus, j'évolue. Je ne sais pas si on a droit à une deuxième chance. Évidemment, quand on tue, non, on a... Enfin, particulièrement un enfant, je pense que une personne qui tue, qui ôte la vie à quelqu'un, mérite de ne plus jamais sortir de prison. Okay. C'est pour moi, c'est la règle de base. D'accord. Un danger doit être écarté. Mais aller jusqu'à la peine de mort, je pense que je suis trop frileuse pour ça, pour l'instant. Je comprends. Vous êtes, je crois savoir, amoureuse de la ville de Paris. Vous qui avez connu l'évolution justement de Paris,
qu'est-ce que vous pourriez en dire, notamment c'est ce grand remplacement africain qui en émane? Et par exemple, pensez-vous que les JO de 2024 qui vont se passer à Paris seront dans la sérénité et la prospérité, qu'il n'y aura aucun souci? Paris n'est plus une ville sereine, donc les JO ne changeront rien. Alors on va mettre la poussière sous le tapis. C'est ce que fait très bien notre drame de Paris. Mais non, la ville. Moi, j'ai vécu très longtemps à Montmartre. J'ai vu Montmartre partir en lambeaux. Vraiment, c'est la déconstruction de Paris a commencé par Montmartre, qui était un endroit qui faisait rêver parce que c'était un endroit d'artistes, c'était un endroit touristique. Et petit à petit, tout le nord de Paris est entré en déliquescence, donc saleté, insécurité. Mais même les blancs, même les Parisiens n'ont plus envie de faire d'efforts. Quand vous allez dans d'autres grandes villes européennes, les gens font des efforts parce que c'est l'exemplarité aussi. Quand on laisse les gens jeter leurs choses par terre, même la personne qui réside à Paris, qui paye ses taxes foncières ou d'habitation, à un qui moment, augmente d'ailleurs, parce oui, que Thomas Julian en a parlé. oui. Mais ça c'était attendu puisque notre cher président a supprimé je ne sais La plus taxe d'habitation. Donc et il était évident qu'il allait endetter les villes et que les villes allaient forcément augmenter. Et je lisais, je crois que c'est un écrivain qui s'appelle Jean Quatremaille qui reprenait un texte ou qui signait un texte où il disait au fond, notre époque, avec ces taxes, et c'est ce qui arrive à Paris, c'est qu'on préfère le scooter des mers au tracteur. Et au fond, voilà, on est en train de déposséder des gens qui tenaient des villes, des villages, des maisons de famille au profit, encore une fois, de la ville jetable, mais toute l'architecture est jetable. Quand vous sortez de Paris et que vous regardez les nouvelles constructions autour de Bercy, c'est cheap, c'est moche, on sent que c'est pas fait pour durer, on sent que les matériaux, on sent qu'il y a plus de compagnons, du devoir, du devoir. On sent qu'il y a plus rien, quoi, c'est gris. Donc Paris est à l'image du reste. Vous avez vu Montmartre partir, mais aussi noircir. Mais est-ce que vous auriez quand même un petit message positif pour l'avenir? Je dirais que Montmartre est devenu gris plus que noir, avec la pollution. Il y a les deux facteurs, je pense. Une pollution très forte. Je parlais de manière elliptique. Oui, une pollution qui vient du sud de la Méditerranée. J'aurais aimé savoir, est-ce que vous auriez quand même, parce qu'on a été très pessimiste tout au long de cet entretien, mais il faut quand même avoir un regard... pessimiste ou lucide? Malheureusement, les deux sont proches en ce moment. Est-ce que vous auriez quand même un message positif pour l'avenir? Parce que je fais partie d'une génération qui s'inquiète grandement du grand remplacement qui arrive. Bah oui, on est quand même de plus en plus nombreux à s'inquiéter en tout cas. Oui, oui, inquiétez-vous. Arriverons-nous à faire face à la déliquescence de la France Je ne saurais vous dire, en tout cas ne nous accusez pas, enfin moi personnellement ne m'accusez pas parce que moi je me suis battue. Le message d'espoir que je donnerais à votre génération, c'est d'abord d'être en phase avec votre époque, donc dur, de pratiquer des arts martiaux, de self-défense, de fuir aussi, parce que il faut fuir quand il y a un danger et qu'on ne peut pas l'affronter, et d'être solidaire et bienveillant. Pour moi, le plus important dans la vie, c'est la famille. C'est la loyauté, c'est la famille. C'est une famille doit faire bloc, même quand elle rencontre des soucis. Doit faire bloc et ne doit pas affaiblir l'un de ses membres.
C'est valable aussi dans le cas des séparations et des divorces. C'est écrit dans tous les livres de sagesse, y compris les Vikings. Même quand vous vous séparez, vous devez toujours respecter l'ancien. Donc, on est dans une époque où tout le monde se sépare peu ou prou. Et pour moi, c'est ça le plus important, c'est de créer des familles qui soient solidaires. Parce que déjà, vous aurez ce havre, ce temple de paix autour de vous, qui vous préparera à affronter le monde tel qu'il est. Alors, on n'est pas tous avec une super famille, mais on peut la reconstruire avec des amis, un réseau. C'est ce que vous faites d'ailleurs au Parti de la France. Hein. Et pour moi, c'est une forme de résistance et c'est comme ça qu'il va falloir vivre, avec un esprit évidemment un petit peu survivaliste également. Puisque les restrictions, les rationnements de toutes sortes, en tout genre, y compris désormais de médicaments, vont arriver. Là, on nous culpabilise énormément sur des histoires de climat. Donc, la prochaine étape, ça va être l'eau. Donc, il va falloir être dur, les jeunes, très très durs. Nous le saurons. Mais nous avons confiance. Ah c'est gentil. En tout cas, on doit toujours avoir de l'espoir et de l'espérance. Bien, l'espérance, ouais. Tout à fait. Je vous remercie, chère Chloé, d'avoir répondu à quelques-unes de mes questions. Ce fut un plaisir. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Vous êtes très taquin. Ah oh, c'est vrai. Moi, je l'ai été bien plus avec d'autres invités. Bon. Je vous ai épargné. J'ai vu ça. En tout cas, chers adhérents, je vous invite, bien évidemment, si vous n'êtes toujours pas abonnés, à vous abonner à la chaîne du Parti de la France. N'hésitez pas à faire un petit tour sur notre petit Tipeee, histoire de nous soutenir financièrement pour l'amélioration du matériel et pour faire d'autres tournages et d'événements. Et je vous remercie en tout cas pour votre fidélité, pour votre audience, et n'hésitez pas à faire un petit commentaire et à partager la vidéo. Au revoir.